Bonjour Philippe, j'aimerais bien que tu nous racontes et que tu nous parles de ton parcours. Moi j'aimerais en savoir un petit peu plus comment on se retrouve d'ingénieur à maître de conférence sur la question de l'éveil des consciences. D'accord, merci à toi. Alors pour faire une synthèse, effectivement j'ai une formation scientifique à la base. Et pour moi les sciences c'est très important parce que ça nous permet d'apporter des preuves dans différents domaines. Et je m'en sers aujourd'hui à travers mes conférences. Donc dans un premier temps j'ai travaillé dans des grands groupes industriels pendant à peu près 20 ans de ma vie comme manager sur d'ailleurs des gros projets. Et puis à un moment donné j'ai eu la chance d'être licencié. Je dis bien c'est une chance, c'est une remise en cause et c'est pas toujours évident. Et après, j'ai créé mon activité plutôt orientée sur le développement personnel, le coaching, la formation et la spiritualité, où j'étais entièrement libre. Et j'ai plaisir à dire que finalement, pendant 20 ans de ma vie dans l'industrie, j'ai été très cerveau gauche, donc le côté rationnel, logique, planning, etc. Et puis les 15 autres années, c'était plutôt le cerveau droit, donc l'intuition, le feeling, le ressenti, à travers le développement personnel. Et aujourd'hui, je suis en train de faire le lien entre le cerveau gauche et le cerveau droit, donc j'ai besoin des deux et je trouve une belle harmonie par rapport à ça. Et un sujet tout nouveau qui vient d'arriver depuis 2 mois, que je découvre de manière assez surprenante, c'est l'intelligence collective dans les entreprises, et notamment les entreprises sans hiérarchie. Donc je vais m'attacher maintenant à faire du coaching à travers cet axe, à savoir comment on peut introduire le développement personnel dans le monde de l'entreprise, de façon à supprimer la hiérarchie et de façon à redonner de la vie à l'entreprise, parce qu'aujourd'hui l'entreprise elle se cherche et elle se perd, pour avoir une nouvelle dynamique. Et je crois qu'il faut rebâtir toute la structure de l'entreprise pour ce nouveau, pour la concertation et pour que les salariés soient heureux. Ça paraît presque idyllique, on entend une entreprise sans hiérarchie. Qu'est-ce que Ouais. ça veut dire? Est-ce que c'est anarchique? Tout à fait, on peut se poser la question. J'ai creusé le sujet. Le sujet n'est pas nouveau puisque l'entreprise Gore aux États-Unis, qui fait le Gore-Tex qu'on connaît, pratique la structure sans hiérarchie depuis 50 ans et ça marche très bien. Il y a aussi actuellement 2 entreprises phares en France qui le font. C'est Favi près d'Amiens et donc Poult près de Montauban. Donc quand même des tailles de 500 personnes et 1600 personnes. Et depuis plusieurs années, ces entreprises se portent très bien et même mieux qu'avant. À savoir que les salariés donc, sont heureux au travail, la productivité augmente de 20 à 25%, ce qui est énorme du jour au lendemain. Et puis en plus, l'entreprise fait plus de bénéfices qu'avant. Voilà. Donc je crois que c'est redonner le pouvoir, mais le pouvoir de création donc aux salariés pour qu'ils puissent eux-mêmes gérer l'entreprise. Et les chefs ne sont plus des chefs, ce sont des animateurs dans un cas de concertation pour travailler ensemble et œuvrer ensemble. Donc l'entreprise appartient à qui? Alors, ça ne change rien, c'est-à-dire que les actionnaires sont les mêmes, il y a une entreprise qui est de type familial, il y a simplement la structure hiérarchique à l'intérieur qui a été modifiée avec l'accord des salariés. Par exemple, pour Poult, ils ont supprimé 2 niveaux hiérarchiques d'un commun accord et ils sont partis là-dessus et ça marche. Donc l'idée que je me dis, c'est que si on accompagne les entreprises en difficulté aujourd'hui vers ça, il y a même un concept qui s'appelle holacratie qui a été défini par des Américains, qui est une forme de constitution sur les règles à appliquer, les nouvelles règles pour l'entreprise pour marcher comme ça. Alors voilà, c'est tout nouveau, j'y crois beaucoup parce que je viens du monde de l'entreprise et ça me permet d'introduire le développement personnel dans l'entreprise et puis j'ai commencé à faire des conférences là-dessus. Et puis c'est concret, quoi. Et c'est du concret, oui, c'est important parce que j'ai eu un chemin spirituel très varié à travers différents enseignements et je m'aperçois qu'aujourd'hui il faut intégrer tout ça, le mettre dans le concret, à travers le monde de l'entreprise que je connais bien, mais également la société. On pourra parler aussi des monnaies alternatives, etc., pour montrer que la société, elle change de l'intérieur en semant des petites graines de conscience et on voit que tout ça, ça émerge et ça pousse. Donc c'est positif. C'est très positif et souvent les gens me disent voilà, la crise est là, on ne va pas s'en sortir, c'est très dur. Mais je dis ouvrez les yeux, hein, tout est là, c'est-à-dire qu'on a semé des graines. Quand je dis semer des graines, ce n'est pas des projets à 5 ans. Ce sont des pionniers qui ont réalisé dans leur domaine, que ce soit l'agriculture, l'enseignement, des choses concrètes et qui, au bout de quelques années, nous disent ça marche, on peut continuer, on ouvre la voie, on est prêt à accompagner d'autres personnes
et on va pouvoir changer progressivement la société comme ça. Et c'est déjà une réalité, c'est ça qui est plaisant. Bien sûr, on n'en parle pas à la télévision de ça, parce qu'on préfère s'attarder sur la crise. Mais si on creuse le sujet, sur Internet, il y a beaucoup d'informations. Les graines sont là, elles ne demandent plus qu'à pousser, elles sont déjà poussées. Tu as pu constater qu'en France, il y avait finalement dans beaucoup de domaines déjà des choses en marche, déjà des choses qui sont concrètes, et ça a dû t'émerveiller. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Tout à fait, c'est un sujet qui me passionne. Alors en tant qu'auteur, j'ai été contacté par les éditions Ariane du Québec. Et Ariane a l'intention de sortir une nouvelle collection de livres qui va s'intituler L'émergence d'un nouveau monde. Donc j'ai été sollicité pour écrire comme co-auteur dans cette collection. Et du coup, je me suis focalisé sur l'émergence de ce monde à travers différents domaines de la société pour voir comment ça évolue. Alors, mes sources d'information, c'est bien sûr Internet, mais c'est aussi beaucoup de personnes que je rencontre, des témoignages, des visites, etc. Alors, moi, je suis passionné par la vie, tout m'intéresse, donc je vais simplement balayer quelques sujets, sachant qu'il y aura tout sur les livres d'Ariane, mais également j'ai été contacté par Lilou Massé, qui est très connu au niveau des vidéos, et qui m'a proposé de faire un blog sur son site pour parler de l'émergence du Nouveau Monde. Donc ça va démarrer dans les mois qui suivent. J'aimerais aborder le domaine de l'énergie. C'est un domaine qui est sensible et puis grave aujourd'hui avec ce qui se passe au Japon avec Fukushima et le nucléaire en général. Je crois qu'on n'a pas complètement compris les leçons du nucléaire, puisque l'Allemagne a fait une grande marche arrière, en France on ne change pas grand-chose, et puis finalement on continue un peu comme avant. Alors moi j'ai creusé le sujet de l'énergie parce qu'on parle beaucoup de l'énergie libre. Bien sûr, il y a les fameux brevets de Tesla qui sont connus, il a déposé 700 brevets, et puis finalement c'est maintenant quelque chose qui est pour moi opérationnel, soit dans le monde scientifique où des chercheurs ont trouvé, il y a notamment Andrea Rossi en Italie qui a trouvé en mars 2012 je crois quelque chose à partir du nickel pour faire fonctionner l'énergie libre. Ça a été validé par la science à très haut niveau, mais également par des chercheurs, je dirais, indépendants ou même des particuliers qui bricolent chez eux et ça marche. Donc aujourd'hui, bien sûr, ça se fait un peu de manière discrète tout ça, mais ce qui me rassure énormément, c'est que l'énergie libre, il y a énormément de techniques pour y arriver, et on a aujourd'hui la possibilité de supprimer nos centrales nucléaires. Alors on parle du renouvelable à travers l'éolien, le solaire, qui est une réalité, mais ça ne va pas durer très longtemps pour moi, parce qu'après, dans quelques années, on va basculer sur l'énergie libre. Donc le message que j'aimerais donner, c'est que c'est une réalité scientifique, avec des preuves. Maintenant, c'est lié à la conscience et à la volonté de nos gouvernements. Mais les solutions techniques sont là, donc pour moi, c'est hyper positif. On peut le voir dans The Strive, ils décrivent pas mal de ces techniques, mais moi, quand j'en parle, on me dit, mais c'est... Et à partir de quoi l'énergie libre? À partir du champ électromagnétique? À partir de... Elle vient d'où, cette énergie libre qui nous entoure, en fait qui est... Voilà, on est entouré par cette énergie libre qui est le champ unitaire, c'est un champ de conscience. Donc dès l'instant où on se relie à ce champ de conscience, tout est possible, parce qu'aujourd'hui, l'univers est abondant. Donc le tout, c'est de se connecter à cette abondance pour avoir cette alimentation énergétique. Donc c'est un sujet qui, bien sûr, passionne tout le monde, mais qui est très délicat, puisqu'aujourd'hui, on a des producteurs d'énergie qui ont des monopoles avec des enjeux financiers importants, plateformes pétrolières, etc. Donc c'est vrai que pour changer d'énergie, il faut changer de conscience. Et c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas complètement prêt pour accéder à ça, parce qu'on n'a pas encore basculé en termes de conscience. Parce que pour moi, énergie et conscience est très lié. Alors ça, c'est un domaine. Après, il y a des domaines aussi qui sont passionnants, par exemple l'agriculture. Alors bien sûr, on connaît l'agriculture biologique, la biodynamie, etc. Merci à Steiner d'avoir mis ça en place. Mais je crois qu'aujourd'hui, on va même un peu plus loin. Il y a un Mexicain qui s'appelle Don José Carmen qui fait des légumes géants. Donc quand je dis légumes géants, c'est des choux de 45 kg, du maïs de 5 mètres de haut, etc. C'est un chaman, il arrive à communiquer avec les plantes et il donne son secret. Il dit même qu'il a la possibilité à donner à manger à toute l'humanité. Donc en fait, il est disponible pour tous les pays pour justement avoir ces plantes géantes en n'utilisant pas de chimie, uniquement sur un plan vibratoire et d'harmonie entre le tellurisme et le cosmique. Alors ça, c'est déjà assez vieux, une dizaine d'années, et je me suis aperçu qu'il y a un Alsacien en France qui fait la même chose, qui travaille sur ce qu'on appelle l'électroculture, donc il pose des antennes, et à partir de là,
la culture devient très, très importante. Il arrive à avoir des couronnes de tournesol de 50 cm de diamètre. Donc c'est validé. Par contre, il n'est pas très crédible en France. On lui dit c'est trop beau pour que ça soit vrai. Donc du coup, il est parti au Québec pour expérimenter. Mais ce n'est pas lié donc à ce Mexicain, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de trouver tout ça pour avoir une autre approche du monde agricole à travers le local, à travers l'autonomie, et ne plus être dépendant de la chimie. Voilà. Alors ça, c'est un exemple au niveau de l'agriculture très intéressant. Je me suis passionné pour l'éducation, et j'ai même envie de dire que dans le monde, il n'y a qu'un seul problème, c'est l'éducation. Donc l'éducation à la base, mais la vraie éducation en conscience. Alors on connaît tous les écoles Steiner, Montessori et d'autres. Donc ça, c'est une réalité, hein, ça existe. Mais je m'intéresse un peu plus, par exemple, à l'éducation à la paix. Et en France, il y a un centre qui s'appelle les Amanins. Et Isabelle Peloux aux Amanins donc, donne un bel exemple là-dessus. C'est-à-dire qu'elle introduit la paix dans l'école. Alors je donne un exemple. Donc elle suit le programme scolaire donc, classique et elle rajoute des modules pour l'éducation à la paix. Et par exemple, s'il y a un conflit entre deux élèves, elle demande à la classe qui veut gérer le conflit. Et l'élève qui a 10 ans lève la main en disant oui, je suis d'accord pour gérer le conflit. Et comme l'élève a été formé, il est en mesure de faire ça. Donc Isabelle s'en va de la classe pendant 20 minutes. L'enfant est seul dans la classe, il gère le conflit, et quand elle revient, le conflit est totalement géré et la paix est dans la classe. Ça, c'est la base de l'éducation en conscience. Voilà. Comment réinstaurer la paix. Si l'enfant de 10 ans le fait dans sa classe, à 25 ans, il le fera dans sa famille, et à 50 ans, il le fera dans le monde de l'entreprise. Voilà. Et la société sera en paix. Donc la clé, c'est bien ça, c'est justement mettre en place cette paix, apprendre comment donc mettre en place cette paix le plus tôt possible. Et les enfants, en plus, sont intéressés par ça, et ils le font spontanément, parce qu'ils sont beaucoup plus dans le cerveau droit, et puis pour eux, c'est un peu évident. Il y a eu des expériences là-dessus aussi très importantes au Brésil, sur une ville de 15 000 habitants. Donc par le biais de l'éducation, cette ville a pu intégrer la paix en l'espace de 4 à 5 ans. Comment elle s'appelle cette ville? On en a entendu parler. Elle s'appelle Altinopolis. Altinopolis. Voilà, Altinopolis. Donc c'est un enseignant qui l'a enseigné dans l'université. Et le maire de cette ville, d'Altinopolis, a dit « Je mets en application dans ma ville de 15 000 habitants » et ça a marché. Voilà, donc les solutions sont là, c'est valable pour tous les pays du monde. Et voilà, l'éducation est très importante. C'est trop beau pour être vrai ce que tu nous racontes, Philippe. Tout à fait. C'est ça qu'on dit. C'est ce qu'on me dit. Ouais. C'est trop beau, tu es un rêveur, c'est pas possible. Oui. Mais allez vérifier sur place, allez vous-même vérifier. Voilà. Alors moi, mon propos, c'est de dire effectivement, je ne veux pas rêver. C'est que je cite toujours mes sources et je vais sur place, aux Amanins, j'y étais, et dès que je peux me déplacer, je me déplace pour aller voir. Les légumes géants au Mexique, je les ai eus entre mes mains. Voilà. Donc voilà, j'étais interpellé par ça. J'ai vu et j'ai touché. Donc en fait, c'est simplement changer notre point de vue pour accepter ce nouveau, parce que la société va beaucoup changer, mais il faut changer vraiment nos repères. Voilà. Ça, c'est le grand message que j'aimerais dire. Ça fait peur de changer nos repères. Bien sûr, c'est les remises en cause. Remises en cause collectives et individuelles, puisque quand on change des choses, eh ben, bien sûr, ça va avoir une interaction. Et il y a un sujet aussi très intéressant, c'est l'argent avec les monnaies. Donc l'euro est aujourd'hui en difficulté et il y a eu des initiatives pour les monnaies locales. Alors au début, les gens pensaient que c'était un gadget, quelque chose lié à une expérimentation un peu légère, mais en fait c'est très sérieux. Aujourd'hui, il y a 5000 monnaies locales dans le monde. Donc au cours de mes conférences, souvent on me dit dans tel village ou telle ville, ça y est, ça se développe. On connaît beaucoup Toulouse pour le sol violette qui marche bien et vite. Alors ce que j'aimerais dire, c'est l'expérience de la Suisse qui n'est pas connue des gens, mais pas du tout. Et j'aimerais parler du VIR. Le VIR, W-I-R, est la monnaie locale en Suisse qui existe depuis 1933. C'est-à-dire que en 1933, les banques ne prêtaient plus donc, aux entreprises, c'était la crise. Donc les entreprises ont décidé d'être solidaires ensemble pour s'arranger et elles ont créé le VIR. Avec le recul, on s'est aperçu que c'est un régulateur de monnaie. Quand le franc suisse monte, le VIR descend et inversement. Voilà, ça permet de réguler la monnaie. Et avec l'euro, on essaie de faire la même chose pour réguler entre l'euro et les monnaies locales. Voilà. Donc c'est en cours d'expérimentation dans un cadre européen. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'avec les monnaies locales, comme le nom le dit, c'est du local, c'est-à-dire qu'on n'achète que localement avec les commerces locaux. Et en plus, on n'utilise pas le système bancaire actuel
où on dépose l'argent sur des banques avec des taux d'intérêt positifs. Si en monnaie locale, vous avez de l'argent qui reste dans un tiroir, au bout de 3 mois, c'est dévalué. Donc vous avez intérêt à faire circuler l'argent, puisque l'argent est une énergie fluide. Voilà. Donc on s'est aperçu sur l'exemple de Toulouse que l'argent en sol violette circule 5 fois plus que l'euro. 5 fois plus. Donc ça veut dire que vous redonnez une dynamique et de la vie localement à travers le commerce. Et ça, le résultat, il est fabuleux. Oui, c'est aussi parce qu'on ne fait pas circuler cet argent qu'on le bloque, oui. Que finalement il y a des gens qui se retrouvent à... Voilà, l'argent n'est qu'une énergie et doit être fluide, comme un cours d'eau. Un cours d'eau, ça doit couler régulièrement. Dès l'instant où, à travers un système financier, on bloque l'argent sur un compte, quel qu'il soit, le système est malade. Comme les méridiens d'acupuncture dans le corps, l'énergie doit circuler. S'il y a un blocage quelque part, l'organe tombe malade. Le système financier, c'est pareil. Philippe, moi je voulais comprendre, il y a un truc que tu as dit qui est intéressant par rapport à l'autonomie, par rapport au fait qu'on cherche dans la société aujourd'hui à avoir des choses concrètes qui montrent qu'il y a un vrai changement qui est en marche. Et c'est assez complexe parce que souvent quand on parle de spiritualité ou de travail sur soi, je vais dire travail sur soi à l'intérieur, de développement personnel aussi, on peut imaginer qu'on s'exclut de la société. Qu'on part loin, qu'on part méditer. On a cette image de l'ermite qui part dans sa grotte méditer parce qu'il rejette la société. Parce que la société ne va pas me permettre d'être pur, entre guillemets. On a souvent ces fausses idées, enfin je dis fausses, mais tu vas me dire justement si elles sont fausses. Est-ce qu'il ne faut pas au contraire lier cet aspect de nous donc, intérieur qui recherche à se nettoyer, à être plus en accord avec qui on est, et l'action extérieure. Donc s'inscrire dans la matière, s'inscrire dans la société, ça en fait aussi partie. Donc est-ce que c'est ça le... Ouais. C'est une question tout à fait pertinente et d'actualité, parce que d'une part, moi-même j'ai suivi un chemin spirituel sur plusieurs voies, et j'accompagne aussi des gens là-dessus. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand on parle spiritualité, les gens sont dans la fuite ou vivre quelque chose de manière séparée. Bon, typiquement, c'est aller vivre dans un ashram en Inde, voilà, pendant un certain temps, ou partir dans la forêt amazonienne avec un chaman. Ça, c'est des expériences importantes pour intégrer ce qu'on a à vivre. Mais par contre, pour moi, la spiritualité, c'est au quotidien. C'est lorsqu'on discute avec son voisin, c'est lorsqu'on est dans le monde de l'entreprise ou en famille, etc. Et comment intégrer cette spiritualité au quotidien? Alors en fait, ça se fait progressivement. Pour ma part, j'ai suivi aussi des voies qui m'ont permis de travailler sur moi, mais j'en arrive maintenant à un stade où, à chaque moment de ma vie, je me dis comment je vais intégrer ce que j'ai vécu, l'enseignement que j'ai reçu dans ma vie quotidienne. Et ça doit être constant. Il y a une époque, on avait besoin de la relation maître à disciple, c'est-à-dire que le disciple était avec un maître et était enseigné par le maître, quitte à se mettre dans une grotte quelque part. Bon, ça a duré un certain temps. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette énergie, puisque c'est l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est la communication, c'est la communication entre les êtres humains, et nous avons à vivre ensemble, c'est la grande clé. Et pour vivre ensemble, nous avons à intégrer cette spiritualité au quotidien ensemble, qu'on soit en famille ou dans l'entreprise. Alors c'est des clés toutes simples. C'est vrai que moi, j'ai été plusieurs fois à Hawaï. Je connais bien Ho'oponopono, qui n'est qu'une partie de la tradition Huna, parce que la tradition Huna, c'est très large à Hawaï, et c'est en fait toute la conscience de vie qu'on a à vivre. Et je me rallie vraiment à ça, parce que c'est très très fort. Ho'oponopono, c'est être responsable à 100% de sa vie, c'est pardonner à toutes les personnes qui nous ont fait souffrir, mais également à nous-mêmes, puisqu'on a peut-être fait des erreurs dans notre vie. Et si on n'a pas fait ça, on est quelque part bloqué dans la vie, et on n'arrive pas à suivre un chemin d'évolution satisfaisant. Donc lorsque je donne des consultations individuelles, je pose vraiment la question aux personnes, est-ce que vous avez pardonné à tout le monde et à vous-même? Et c'est un préalable. Si la personne, effectivement, a fait cet acte de pardon, la vie est beaucoup plus facile et plus fluide, et on peut intégrer à ce moment-là cette spiritualité au quotidien et tous les jours. Et dans la matière. Et tu parlais aussi du coup des cellules qui interagissent avec l'extérieur. Est-ce que tu peux nous en dire, parce que ça concerne, parce qu'on est constitué de cellules en fait au quotidien, et c'est la relation avec l'extérieur. Oui, tout à fait. Là, j'ai une information un peu révolutionnaire. C'est pas moi qui l'ai donnée, c'est un biologiste qui s'appelle Bruce Lipton, auteur et conférencier international. Donc la cellule est constituée d'un noyau dans lequel il y a des gènes.
et puis autour du noyau, il y a une membrane. Et souvent, les biologistes disent à quoi sert la membrane, c'est un peu un accessoire. Et Bruce Lipton dit non, non, détrompez-vous, toute l'intelligence de la cellule se trouve au niveau de la membrane, qui peut laisser passer les protéines en fonction du contexte extérieur, s'il y a des imprévus ou des choses à gérer. Et il va très loin, Bruce Lipton, c'est-à-dire qu'il dit carrément que les maladies génétiques n'existent pas si on arrive à gérer notre membrane correctement. Et cette membrane peut être gérée par la pensée. Donc par le pouvoir de la pensée, et ça il y a beaucoup d'auteurs qui en parlent, nous pouvons modifier le fonctionnement de la membrane, donc toute la vie de la cellule, et à la limite nous pouvons reprogrammer notre cellule. Alors ça c'est vraiment un message révolutionnaire, parce que beaucoup de thérapeutes disent aujourd'hui ayez des pensées positives, parlez à vos cellules, etc. Mais ce biologiste le prouve à travers la science, il est reconnu pour ça, et je crois que c'est encore une approche aussi importante que la médecine quantique pour voir comment finalement la vie marche. Donc la vie, c'est le monde de l'information et ça se fait donc en temps réel, y compris au niveau de nos cellules. Ouais, on envoie de l'information à nos cellules oui. et elles réagissent par rapport à ça. C'est de la vibration. C'est de la vibration. Donc moi, je suis beaucoup axé sur le son. Je travaille sur le bol en cristal, les champs harmoniques, etc. Pour moi, au début était le verbe, au début était le son. Lorsqu'on parle de Dieu, pour moi, Dieu, c'est quoi? C'est une énergie, c'est de l'information, c'est de la création, hein, c'est tout ça. Et nous avons, nous, êtres humains, à retrouver notre pouvoir de création à travers ça. Donc notre divinité qui est en nous, elle n'est pas séparée de nous, elle n'est pas à l'extérieur, elle est en nous. Donc nous avons à la reconnaître et puis aussi à travailler sur nos parties lumière et ténèbres pour vraiment intégrer ça et retrouver, je dirais, le sens de notre vie, dans le sens où on va sur un chemin d'évolution en permanence. Notre partie ténèbres. Oui, la partie ténèbres, donc l'alchimie. Bon, il y en a beaucoup qui en parlent. Donc, ce n'est pas être contre les ténèbres, c'est les accepter, les accueillir et les transmuter. En fait, c'est un travail de transmutation. On dit ténèbres, mais il y a des personnes qui disent lumière inversée. Donc, savoir comment nous pouvons gérer notre dualité. On est dans un monde de dualité sur cette terre. Et on n'a pas à lutter contre cette partie ténèbres. Nous avons à l'accueillir pour la transformer. Et puis avec ça, on va atteindre différents plans de conscience. On ne peut pas dire un jour, ça y est, j'y suis arrivé. C'est tous les jours. C'est-à-dire que ce chemin, il est permanent, puisque c'est un chemin infini sur les plans de conscience et c'est du multidimensionnel. Et juste un moment où on souffre quand même moins, où on atteint un palier plus harmonieux. Tout à fait. Il y a des paliers. Pour moi, un palier très net à travers mes consultations, c'est Ho'oponopono. Lorsque la personne, elle vit Ho'oponopono, donc de manière consciente dans sa vie, la vie est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile et elle évolue rapidement. Pour moi, c'est un palier très, très net qui reste simple. Donc merci donc à Hawaï pour ce message. Et merci à toi pour nous le redire. C'est pas évident de comprendre à quel point on peut dire merci même à nos pires parties, même les parties en nous qu'on déteste le plus. Quand on arrive à intégrer ça, c'est vrai que ça transforme tout. Tout à fait. Le remerciement, c'est une transmutation énergétique. Dès l'instant où on remercie pour l'expérience que l'on fait, même si elle est difficile, c'est accepter le chemin de l'évolution et c'est grandir en conscience. Et ça change tout. Et ça change tout, c'est sûr. Donc Philippe, après nous avoir fait rapidement, parce qu'il y a tellement de choses à évoquer, un tour des différents domaines dans lesquels ça change, dans lesquels ça bouge, et avis aux amateurs d'aller découvrir par eux-mêmes tout ce qui change, tout ce qui bouge. Comment on sait individuellement où est notre place, où est-ce qu'on doit se situer, comment faire partie de ce changement? Oui. Alors c'est un sujet difficile parce qu'il est souvent abordé en consultation individuelle. On reçoit des gens qui sont en difficulté, qui nous disent bon, comment je peux résoudre mes difficultés. Puis souvent la question arrive, quelle est ma mission de vie et quelle est ma place. J'ai envie de répondre déjà, lorsqu'il y a des difficultés de vie, à nous de les résoudre. Si on n'arrive pas tout seul, à ce moment-là, il faut se faire aider par un thérapeute, un coach, prendre du recul, ou même en couple, c'est magnifique. Entre l'homme et la femme, avoir une communication. Moi, je pratique avec ma compagne Nélissa tous les jours. C'est lorsqu'il y a une difficulté ou quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'il y a un échange,
voilà, pour dire quel est ton point de vue, comment tu as vu ça, ah oui, j'avais pas vu ça comme ça, etc. C'est très riche. Donc la base, c'est aussi la communication, savoir communiquer. Donc lever ça donc, à travers de la thérapie ou du coaching, ça c'est un premier point. Le deuxième point, parce que j'ai une approche chamanique aussi et ça me plaît bien, c'est notre place par rapport à l'univers. Donc ce lemniscat entre moi et l'univers, comment je me place. Donc lorsque je crée quelque chose dans ma vie, est-ce que c'est facile ou pas facile? Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'il y a des freins? Bien voir ça. Alors c'est pas parce qu'il y a des freins que c'est pas forcément la mission de la personne. C'est que la personne a peut-être des peurs à dépasser et aller un peu plus loin. Mais cette synchronicité avec l'univers, alors souvent je pose voilà, une question le matin, j'ai la réponse le soir, soit à travers un coup de téléphone, une revue, un journal, ou peu importe, pour me dire oui Philippe c'est bien cette voie-là, continue. Et il faut vraiment avoir un sens très éveillé sur tous les messages de l'univers. Souvent les gens sont dans des œillères, je veux, j'ai un objectif, mais de temps en temps il faut aller un peu à gauche ou à droite. Et en fait la mission elle peut s'affiner ou changer. Alors si on prend beaucoup de recul par rapport à ça, lorsque l'être donc, décide de s'incarner sur la Terre, il a une mission individuelle, donc pour sa famille, pour son activité professionnelle, mais également il y a une mission collective, c'est-à-dire qu'il doit travailler avec d'autres personnes pour accomplir pour la collectivité quelque chose. Ça on le retrouve dans le monde du chamanisme aussi. Donc il faut bien voir que le sujet est assez complexe puisqu'il y a la mission individuelle et la collective qui sont interdépendantes l'une de l'autre et qu'en fait tout ça c'est un système vivant pour que les choses se passent au mieux et la finalité c'est pour que l'humanité donc évolue. Voilà ce que je voulais préciser. Mais on s'en rend compte donc au fil des expériences, petit à petit en tâtonnant ce qui est notre mission de vie, où on rencontre des gens qui un jour nous permettent de nous révéler à nous-mêmes. Voilà. Alors c'est ce que je dis, il faut être très vigilant sur les rencontres que l'on fait. Et puis lorsqu'on rencontre une personne dans notre vie, ce n'est jamais par hasard. J'aime bien la formule d'Einstein, hein, le hasard c'est le chemin que prend Dieu pour passer incognito. Donc en fait il faut lever ce hasard pour dire, voilà, il y a toujours un sens aux choses pour voir quel est le message que la personne nous donne. Et ça permet d'affiner notre mission pour savoir si on est à notre bonne place. Et souvent aussi ce sont des confirmations, c'est-à-dire qu'on cherche quelqu'un et on trouve la personne. Donc ça c'est que du bonheur pour nous dire qu'on est sur la bonne voie. Donc en fait c'est voilà, ouvrir notre point de vue de manière très, très large. Et les gens qui se sentent bien, qui disent mais moi j'ai pas de soucis, je suis bien dans mon travail, je suis bien dans ma famille, ou qui peut-être finalement ils ne se rendent pas compte en fait qu'il y a peut-être des choses qui... Voilà, il y a des gens qui sont, oui, comme tu dis, bien sur différents plans, qui ne souhaitent pas spécialement se remettre en cause. Ce sont des gens qui dorment un petit peu en termes de conscience, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas de nouveau dans leur vie et ils se contentent de ce qu'ils ont. Effectivement, ça existe. Moi, je pense que c'est quand même plus motivant de créer, parce que si on est sur Terre, c'est pour créer, et puis pour créer du nouveau pour soi ou pour les autres. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui dorment en termes de conscience. Ouais. Et c'est OK. Et c'est OK, c'est leur choix. Et ouais, tu invites donc les gens à observer autour d'eux pour trouver leur place et du coup ça va avec le bien-être, on se sent bien quand on est à sa place, on se sent aligné, on se sent... Voilà, on se sent aligné. On parle beaucoup de synchronicité. Souvent dans la vie on s'imagine que les choses sont compliquées et que par le biais de la synchronicité, finalement ce qu'on pensait faire en une semaine on le fait en une journée. Voilà, c'est un peu la magie de l'instant pour nourrir le pouvoir de l'instant présent dont parle Eckhart Tolle dans ses livres. Et si on est vraiment centré dans l'instant présent, on a vraiment un pouvoir de création infini dans l'instant présent. Aujourd'hui, on se projette trop dans le futur ou le passé, et du coup, on oublie l'instant présent qui est précieux. Alors, c'est relayé par le monde des prophéties. Je dis deux mots sur les Hopis, parce que les Hopis viennent des Mayas. Et les Hopis ont des prophéties très intéressantes. Ils ont dit aussi, entre autres, que la mer deviendra noire. Et en fait, avec l'accident de BP donc dans le golfe du Mexique, il y a eu donc le pétrole qui a fui et la mer est devenue noire. Donc ça faisait partie d'une des prophéties Hopis. L'autre prophétie Hopi que j'aime bien aussi, c'est qu'ils disent lorsqu'on est dans un fleuve, on a tendance à s'accrocher au rivage avec les racines des arbres.
Et ils disent à un moment donné, il faudra lâcher les racines pour aller au centre de la rivière, car seul sait où la rivière va. Et puis finalement, il faut se laisser porter, donc grand lâcher prise par rapport à ça pour vivre ce qu'il y a à vivre. Ça, c'est dans les prophéties Hopi. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui, l'énergie de la Terre est en train de monter, donc à nous de nous laisser porter par cette énergie. Et il y a un peuple que j'aimerais aussi mentionner, c'est les Kougis de Colombie, avec Éric Julien, avec qui je suis assez proche, qui nous traitent de petits frères, les petits frères blancs où on n'a pas très bien compris les messages. Ils nous disent de retrouver notre sagesse et ils nous donnent des clés pour la gestion des conflits, pour remettre de l'harmonie chez nous. Alors tous ces peuples, bon, aujourd'hui, ils remontent au créneau pour communiquer avec nous, pour faire des conférences, et ils sont très très ouverts, puisque les Kougis sont venus en France plusieurs fois, ils ont même rencontré des entrepreneurs. Voilà, donc on est dans cette phase-là où les hommes de sagesse, à travers ces chamans, reviennent nous enseigner. Et à nous d'écouter leurs enseignements. Voilà, à nous d'écouter, mais ils viennent jusqu'en France, donc c'est pas très compliqué pour les écouter. Ils sont aussi présents sur Internet, donc je crois à nous de remettre cette sagesse en place et en conscience, bien sûr. Donc les choses sont en train de changer. Et... Voilà, les choses changent, donc je pense que c'est la bonne vitesse, donc chacun sa vitesse, mais surtout restons positifs et regardons donc ces graines pousser, parce que c'est ça le plus important, quel que soit le domaine, l'énergie, l'agriculture, l'éducation ou autre. Les graines sont là et puis voilà, il y a un terreau fertile pour aller plus loin. Les pionniers ont su mettre en avant des projets concrets. Et maintenant, donc, un des rôles importants, c'est communiquer là-dessus. Donc, merci à la vidéo et Internet pour dire, voilà, ça existe. Et après, donc, on peut creuser les sujets, on peut aller sur place et puis être accompagné par telle ou telle personne. Mais la première chose, c'est d'être informé. Donc, merci à toi, Olivia, de jouer ce rôle. Ouais, c'est un vrai plaisir, mais même si on passe rapidement, parce que c'est dur voilà, d'être super précis, mais allons-y, allons être curieux, allons nous informer, parce qu'il y a plein de jolies choses qui se passent. Et allons vers ce rêve, parce que c'est vraiment un rêve. C'est un rêve que nous réalisons ensemble. Donc c'est l'image du verre à moitié plein ou vide, donc regardons la partie pleine, positive. C'est un nouveau paradigme qui se met en place, quels que soient les sujets. C'est en route. C'est vrai que l'éducation, pour moi, c'est un sujet très très sensible, donc je donnerai un peu la priorité à l'éducation. L'éducation avant l'énergie, parce que avoir une énergie libre aujourd'hui, si on n'a pas la conscience, on ne pourra pas la gérer. Donc pour moi, la priorité, c'est vraiment l'éducation, mais l'éducation, donc bon, École Steiner, mais même un peu plus loin, donc l'éducation à la paix, comment vivre en paix dans notre société. Ouais, finalement, on parle de beaucoup de spiritualité, etc., mais la base, les valeurs, c'est le respect et la paix. Quoi. Voilà. Ouais. Communication non violente, on n'en parle pas à l'école, ça ne fait pas partie du programme officiel, et pourtant c'est la base. Si on applique ça dans notre vie tous les jours, on arrive à résoudre les conflits et à mieux gérer nos vies. Bon, bah, merci Philippe. Merci Olivia. De tous ces enseignements et je pense qu'on se reverra très bientôt. Tout à fait, avec plaisir. Merci.